Imaginez la scène. Nous sommes au cœur d'une place de marché grouillante de monde, à Rouen, en France. Le calendrier affiche une date qui va entrer dans l'histoire, mais pas pour les bonnes raisons. Le 30 mai 1431. L'air est électrique, lourd d'une tension qu'on pourrait presque couper au couteau. Une foule s'est massée là. Un mélange bizarre de curieux, de dévots terrifiés et de gens qui sentent simplement qu'un truc moche est sur le point de se produire. Et au centre de ce spectacle sinistre, il y a elle, Jeanne d'Arc. Sa silhouette, menue est enchaînée, vêtue de haillons masculins, comme un dernier pied de nez, un rappel brutal de son incroyable défi à l'oppresseur anglais. Mais aujourd'hui, elle n'est plus la guerrière qui a fait lever le siège d'Orléans. Non, aujourd'hui, elle est une hérétique condamnée, prête à affronter une fin atroce, une fin pensée pour la faire taire, elle, et pour écraser dans l'œuf tout esprit de rébellion. Mais avant de plonger dans les détails sordides de cette histoire, si vous aimez déterrer les vérités cachées du passé, vous savez quoi faire. Un petit pouce en l'air, un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et s'il vous plaît, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Je trouve ça complètement dingue qu'on explore ces récits anciens ensemble, connectés depuis les quatre coins du monde par notre curiosité commune. C'est un peu notre propre machine à remonter le temps, non? Donc, ce matin du 30 mai 1431, la place du vieux marché de Rouen a commencé à se remplir bien avant l'heure. L'atmosphère était poisseuse, un cocktail d'anticipation morbide et de peur sourde. Les bourgeois et le petit peuple se pressaient pour assister à ce que les autorités anglaises qui occupèrent la ville avaient orchestré comme le clou du spectacle. Au cœur de cette scène macabre, une jeune femme de 19 ans. Une paysanne nommée Jeanne d'Arc, ligotée, habillée en homme, mais le regard droit, résolue face à la mer de visages hostiles qui la dévisageaient. La simple vue de Jeanne, qui avait été un phare d'espoir et de défiance contre l'envahisseur, maintenant réduite au rôle d'hérétique condamnée, était un message en soi. Un message d'une clarté glaçante envoyé au peuple. La rébellion sera anéantie. Et non, Dieu n'est pas du côté des insurgés français. Le chemin qui a mené Jeanne jusqu'à ce moment tragique est aussi extraordinaire que funeste. Née dans une modeste famille de paysans à Domrémy, un petit village paumé dans le nord-est de la France, elle avait mené une vie simple, rythmée par la piété et les travaux des champs. Mais les marées de la guerre et du destin l'avaient emportée, bien loin de son enfance, quand elle a commencé à prétendre recevoir des visions de saints et d'anges. Jeanne s'était déclarée investie d'une mission divine, libérer la France de l'occupation anglaise pendant cette interminable et sanglante guerre de 100 ans. Sa détermination et sa conviction à toute épreuve lui avaient valu le soutien de Charles VII, le dauphin de France, qui, soyons honnêtes, était un peu au fond du seau et cherchait désespérément l'étincelle qui pourrait rallumer une résistance chancelante. Et voilà que cette jeune paysanne, en armure et brandissant une bannière, était devenue une improbable chef de guerre. Son plus grand fait d'armes, la levée du siège d'Orléans en 1429, avait complètement retourné le cours de la guerre et redonné un moral d'acier aux Français. Sa seule présence sur le champ de bataille galvanisait les troupes et inspirait une nation épuisée par les défaites. Pourtant, à chaque victoire, les ennemis de Jeanne se multipliaient. Les commandants, anglais, bien sûr, menacés par son influence. Mais aussi, et c'est là que ça devient croustillant, certaines factions au sein même de la cour de France, qui la voyaient comme une parvenue gênante. Pour eux, une simple fille qui mène des armées, c'était une insulte à l'ordre établi, un symbole dangereux qui pouvait déstabiliser le fragile équilibre politique. Alors qu'elle se tenait sur la plateforme du bûcher, ligotée, exposée à tous, Jeanne n'était plus la guerrière triomphante qui avait semé l'espoir dans les campagnes françaises. Elle était réduite à un spectacle public, une hérétique aux yeux de ceux qui cherchaient à la dépouiller de son honneur et de son héritage. Le choix de ses vêtements était tout sauf anodin. En s'habillant en homme, Jeanne défiait les normes de genre médiéval, un fait que ses accusateurs ont exploité jusqu'à la nausée pour la qualifier de pécheresse et de sorcière. L'habit qui avait symbolisé son courage et sa mission divine était maintenant tordu, transformé en preuve d'hérésie, utilisé pour justifier le châtiment brutal qui allait lui être infligé. Autour du poteau, les officiels et les ecclésiastiques,
visage froid et impassible, représentait cette belle alliance entre l'Église et l'État, bien décidé à faire d'elle un exemple. La foule, des milliers de personnes, était un chaudron de curiosité, de ressentiment et de peur. Certains murmuraient des prières, d'autres huaient, tous conscients que cette exécution ne visait pas seulement à punir un individu, mais à écraser l'âme même de la rébellion. Parmi les spectateurs, il y avait des soldats anglais, des collabos français et de simples citoyens, tous témoins d'un théâtre macabre du pouvoir. Le bourreau, un certain Geoffroy Terrage, avait reçu des instructions d'une précision chirurgicale. Jeanne devait être brûlée vive, consciente, pour maximiser l'agonie et servir d'avertissement. Ses vêtements avaient été imbibés de soufre pour que les flammes la consument rapidement, sans laisser place à la pitié ou à une quelconque échappatoire. Le bûcher était une tour infernale qui n'attendait que sa victime. Le calcul froid derrière ces préparatifs soulignait les intentions brutales de ses ravisseurs. Ils ne cherchaient pas seulement à éteindre sa vie, mais à pulvériser sa mémoire. Sa présence à Rouen était le résultat de mois de captivité et de manœuvres politiques. Capturée par des alliés bourguignons des Anglais lors d'une escarmouche, elle avait été vendue comme un trophée de grande valeur. Son sort s'était scellé, loin des champs de bataille où elle avait mené la charge. Elle était devenue un pion dans un jeu de pouvoir et de diplomatie, sa vie une monnaie d'échange entre factions belligérantes. Les Anglais et leurs collaborateurs avaient monté un procès qui ressemblait moins à une quête de justice qu'à une performance destinée à légitimer sa condamnation. Ligotée, exposée aux éléments, le calme de Jeanne face à une mort imminente en disait long sur son caractère. Et sa foi, malgré l'humiliation et la douleur, elle n'a pas craqué. Sa résolution est restée intacte, un contraste saisissant avec la cruauté et le cynisme qui l'entourait. Pour beaucoup de ceux qui ont été témoins de ce moment, Jeanne d'Arc n'était déjà plus seulement une rebelle ou une hérétique. Elle était le symbole d'une conviction inébranlable face à l'adversité. L'importance du lieu, le cœur même de la place du marché de Rouen, ne peut être sous-estimée. C'était un lieu de vie, de commerce, de conversation. Mettre en scène l'exécution ici, c'était rendre le châtiment public et inévitable, un rappel quotidien des conséquences de la défiance. C'était censé l'humilier, la réduire d'une figure nationale à un conte pour faire peur aux enfants. Pourtant, même dans cette démonstration de force calculée, il y avait une tension sous-jacente, un malaise. Certains dans la foule n'arrivaient pas à concilier l'image de la pucelle, dont ils avaient entendu parler avec la silhouette brisée devant eux. Des murmures circulaient sur l'injustice de son procès et la sévérité de sa peine. L'exécution était censée éteindre une flamme, mais pour beaucoup, elle n'a fait qu'épaissir le mystère et le pathos entourant son destin. Alors que les préparatifs touchaient à leur fin, le silence sur la place s'est fait plus lourd. Les officiels se préparaient à exécuter la sentence, tandis que Jeanne, debout et liée au centre, attendait l'inévitable avec un mélange de peur, de foi et de défi. Son histoire, qu'il avait menée des champs tranquilles de Domrémy aux cours royales et aux champs de bataille de France, touchait à sa fin tragique et brutale. Ce moment, point culminant d'intrigues politiques, de condamnations religieuses et de conflits militaires, devait être la fin de Jeanne d'Arc. Mais alors que le soleil montait dans le ciel de Rouen, projetant de longues ombres sur la place, personne ne savait encore que cette exécution ne marquerait pas l'effacement de son héritage. Au contraire, elle allait allumer une légende qui perdurerait à travers les siècles, transformant une hérétique condamnée en un symbole de courage, de foi et de résistance qui inspirerait des générations à venir. L'ascension extraordinaire de Jeanne, de simple paysanne à commandante militaire, tenait du miracle. Pourtant, c'était aussi une histoire profondément liée au trouble, à la suspicion et aux dures réalités de la politique médiévale. Tout a commencé dans ce village obscur de Domrémy, où elle menait une vie typique de jeune femme de sa condition. Mais sous cette apparence ordinaire se cachait un esprit touché par des visions qui allaient changer le cours de l'histoire. Jeanne prétendait entendre les voix des saints lui ordonnant de bouter les Anglais hors de France et de soutenir la revendication de Charles VII au trône. Ces instructions divines, insistait-elle, n'étaient pas le fruit d'un délire, mais une mission sacrée. Malgré le scepticisme initial, sa conviction a fini par gagner le soutien des autorités locales et,
finalement, du dauphin lui-même. Charles VII, désespéré, voyait en Jeanne un symbole d'espoir. Son arrivée au siège d'Orléans en 1429 a marqué un tournant. Contre toute attente, elle a inspiré les troupes françaises démoralisées. Cette victoire a validé la prétention de Jeanne à une guidance divine aux yeux de beaucoup. Pourtant, son ascension fulgurante a également suscité un profond malaise. Les Anglais la voyaient comme une dangereuse insurgée. Mais peut-être plus menaçants encore étaient certains nobles et ecclésiastiques français qui la considéraient comme une outsider perturbatrice. Son sexe, sa jeunesse et ses origines paysannes défiaient l'ordre social établi. Une fille, commandant des armées, était une anomalie qui dérangeait l'aristocratie. Son influence sur Charles VII a engendré jalousie et suspicion. La position de l'Église était complexe. D'un côté, ses succès suggéraient une faveur divine. De l'autre, ses prétentions à une communication directe avec les saints court-circuitaient l'autorité religieuse traditionnelle. De nombreux clercs se méfiaient d'une figure dont les visions ne pouvaient être facilement contrôlées. Cette ambiguïté la rendait vulnérable aux accusations d'hérésie et de sorcellerie, surtout à une époque où l'Église exerçait un pouvoir immense. Pour les puissants, Jeanne représentait un défi à l'ordre établi qui ne pouvait être ignoré. Alors que son étoile montait, l'hostilité à son égard grandissait. Les Anglais et leurs alliés ont commencé à la voir, non seulement comme une adversaire militaire, mais comme une menace à la légitimité même de leur pouvoir. Éliminer Jeanne est devenu une priorité. Les forces qui s'opposaient à elle ne se limitaient pas au champ de bataille. Elles s'étendaient aux cours et aux conseils où les décisions étaient prises pour saper son influence. Le point culminant de cette animosité fut une campagne calculée pour capturer et discréditer Jeanne. Le 23 mai 1430, sa bonne étoile l'a abandonnée. Lors d'une escarmouche près de Compiègne, Jeanne s'est retrouvée isolée, submergée, et trahie non pas par des ennemis, mais par de prétendus alliés. Les Bourguignons, anciens alliés des Français passés du côté anglais, se sont emparés de Jeanne et l'ont livrée à ses adversaires. Cet acte de trahison n'était ni accidentel ni spontané. C'était une décision politique calculée, une transaction qui a réduit Jeanne, la chef de guerre célébrée, à une simple monnaie d'échange. La capture de Jeanne était le résultat d'alliances complexes et de loyautés changeantes. Les Bourguignons, rivaux de longue date de la faction des Armagnacs soutenant Charles VII, voyaient l'influence croissante de Jeanne comme une menace. Leur décision de la livrer aux Anglais était motivée par des promesses de récompenses financières et de faveurs politiques. Jeanne, autrefois l'incarnation de la résistance française, était soudainement une prisonnière dont le sort était décidé loin de tout idéal de chevalerie. La transaction fut d'un pragmatisme glacial. La somme versée, pour elle, 10 000 livres tournois, une fortune, reflétait sa valeur immense pour la couronne anglaise. Une fois sous la garde des Anglais, le traitement de Jeanne s'est rapidement détérioré. Elle a été déplacée d'une prison à l'autre, dans des conditions dures et isolantes. Les Anglais savaient que la garder en vie présentait des risques, mais l'exécuter sans prétexte était politiquement dangereux. C'est ainsi que son sort a été confié à un tribunal ecclésiastique, où ses ennemis cherchaient à fabriquer des accusations d'hérésie et de sorcellerie pour justifier son exécution. Pendant sa captivité, Jeanne est restée intraitable. Malgré l'isolement et la peur, elle a refusé de renier ses visions ou d'abandonner sa mission. Sa résilience était remarquable. Ses ravisseurs, conscients de sa force, ont eu recours à la manipulation et à l'intimidation pour briser sa volonté. Pourtant, elle a tenu bon. Sa captivité n'était pas seulement un emprisonnement physique, mais une bataille pour son âme et sa réputation. Les Anglais et leurs alliés ont commencé à faire circuler des histoires, la dépeignant comme une sorcière et une hérétique, visant à éroder le soutien public. Ces accusations étaient soigneusement conçues pour exploiter les peurs contemporaines. Le défi de Jeanne aux normes de genre et ses revendications de guidance divine en faisaient une cible facile. Malgré ses efforts, son histoire a continué d'inspirer. La nouvelle de sa capture et de son procès s'est répandue à travers la France, suscitant l'indignation. Beaucoup la considéraient comme une martyre, trahie par ceux qui auraient dû la protéger. Alors que Jeanne attendait son procès, les forces politiques et religieuses se préparaient à utiliser la procédure à leur avantage. Le procès n'était pas conçu pour rechercher la vérité,
mais pour obtenir une condamnation qui justifierait son exécution. Le procès de Jeanne fut un spectacle méticuleusement orchestré. Dès le début des débats en janvier 1431, il était clair que l'issue était prédéterminée. Le tribunal, composé de 42 clercs et experts juridiques, n'était pas là pour chercher la vérité, mais pour démanteler la réputation de Jeanne. La cour était dominée par un clergé pro-anglais, dont la mission était de la dépeindre comme une hérétique et une sorcière. Jeanne a abordé le procès dans des conditions très dures, privée d'avocats et soumise à des interrogatoires incessants. L'atmosphère était oppressive. Les questions étaient souvent tendancieuses et hostiles, visant à la piéger. Malgré le tourment psychologique, Jeanne a conservé un calme remarquable, réaffirmant ses visions divines et refusant d'avouer des mensonges. La procédure était un chef-d'œuvre de manipulation. Ces inquisiteurs ont utilisé des menaces, des privations et une pression émotionnelle pour l'épuiser. Ils ont exploité sa jeunesse et son inexpérience, utilisant un jargon théologique et juridique pour la dérouter. Pourtant, ses réponses étaient cohérentes, fondées sur sa conviction. Un élément essentiel du procès était l'accent mis sur sa tenue vestimentaire. La cour s'est fixée sur le port de vêtements d'homme, qu'elle a présenté comme une preuve d'hérésie et de rébellion contre l'ordre naturel de Dieu. Cette accusation, apparemment mineure, est devenue un symbole de son défi et un prétexte à sa condamnation. Son refus d'abandonner les vêtements masculins, même sous la menace, a été interprété comme une hérésie obstinée, scellant son sort. Malgré la pression, son esprit était inflexible. Elle a souvent retourné les interrogatoires contre ses accusateurs. Son intelligence et son courage ont défié la légitimité de la procédure, exposant les motivations politiques du procès. La fermeté de Jeanne a exaspéré ses juges, qui ont eu recours à des tactiques de plus en plus coercitives. Elle a été menacée de torture. Le procès était un théâtre politique conçu pour affaiblir le moral des Français. En qualifiant Jeanne d'hérétique, les Anglais espéraient couper son lien avec la faveur divine et discréditer la cause française. Au fil des semaines, la pression s'est intensifiée. La santé de Jeanne s'est détériorée. Les tactiques de la cour se sont durcies, aboutissant à une abjuration publique orchestrée pour l'humilier. Sous une contrainte extrême, Jeanne a signé une confession renonçant à ses prétentions d'inspiration divine et au port de vêtements d'homme. Pourtant, cette confession a été obtenue dans des conditions qui la rendaient douteuse. Peu de temps après, Jeanne a été retrouvée portant à nouveau des vêtements d'homme, un acte que ses juges ont saisi comme preuve de sa rechute dans l'hérésie. Cette découverte a ravivé la fureur de la cour. L'accusation de récidive entraînait des conséquences graves, scellant définitivement son sort. La cour l'a déclarée hérétique récidiviste, un statut qui justifiait les peines les plus sévères. Tout au long du procès, la résilience et la foi de Jeanne contrastaient vivement avec le calcul froid de ses juges. Elle est restée digne, même face à la condamnation. Les débats ont révélé la sombre intersection de la religion et de la politique, où la justice était subordonnée au pouvoir. Le procès de Jeanne d'Arc fut une page sombre de l'histoire, un processus marqué par l'injustice et la cruauté. Le matin du 30 mai 1431, le point culminant de l'épreuve de Jeanne s'est déroulé au cœur de la place du marché de Rouen. Une foule de milliers de personnes s'est rassemblée pour assister à une exécution conçue pour servir à la fois de punition et d'avertissement. L'air était lourd, un mélange de tension et de curiosité morbide. Les préparatifs étaient méticuleux et cruels. Jeanne était vêtue d'une grossière tunique imbibée de soufre, destinée à s'enflammer rapidement. Elle était solidement attachée à un poteau en bois érigé au centre de la place. Le bourreau, Geoffroy Terrage, avait reçu l'ordre explicite de s'assurer que Jeanne brûle vive et consciente, lui refusant toute pitié. C'était un acte de cruauté calculé pour intensifier l'horreur du spectacle. Le choix du lieu était délibéré. La place du marché était le centre social et commercial de Rouen. Mettre en scène l'exécution ici, c'était la rendre impossible à ignorer. La foule était une mosaïque d'émotions. Certains venaient par devoir, d'autres par curiosité, beaucoup avec un mélange de peur et de révulsion. Des soldats anglais maintenaient l'ordre, empêchant toute tentative de sauvetage. Alors que les flammes étaient allumées,
Jeanne est restée composée malgré la terreur qui devait l'étreindre. Ces derniers moments furent marqués par une profonde démonstration de foi. Des témoins ont raconté que, même alors que le feu la consumait, Jeanne a crié le nom de Jésus, sa voix résonnant sur la place. Ces cris, soutenus et perçants, auraient duré plus de 10 minutes, un témoignage à la fois de l'intensité, de l'agonie et de son esprit inébranlable. La vue de sa souffrance a provoqué une réaction complexe parmi les spectateurs. Tandis que certains ricanaient, d'autres étaient submergés par une horreur silencieuse. L'exécution visait non seulement à punir Jeanne, mais à anéantir son influence. En la brûlant vive, ses ennemis cherchaient à affirmer la domination de l'Église et de l'État. Pourtant, la brutalité même de sa mort a, pour de nombreux observateurs, contredit cet objectif, semant les graines du martyre plutôt que de la peur. Le spectacle destiné à éteindre une flamme a au contraire allumé un puissant symbole de résistance. La réaction de la foule était un tissu d'émotions contradictoires. Certains spectateurs, particulièrement les loyalistes anglais, huaient. D'autres, cependant, étaient visiblement troublés, leur silence en disant long sur le malaise provoqué par une exécution aussi brutale. Pour beaucoup, Jeanne n'était plus seulement une hérétique, mais une jeune femme qui avait affronté la mort avec un courage extraordinaire, les forçant à affronter l'injustice de son sort. L'horreur physique de l'exécution n'a pas diminué la présence spirituelle de Jeanne aux yeux de beaucoup. Ses cris et ses prières ont résonné au-delà des flammes, la transformant en une figure de martyr. Cette transformation n'a pas été immédiate, mais a grandi dans les jours et les années qui ont suivi sa mort. La brutalité destinée à effacer son influence l'a au contraire immortalisée. L'exécution a également eu de profondes conséquences politiques. Loin de réprimer la résistance française, la mort de Jeanne l'a galvanisée. Son martyre est devenu un point de ralliement pour ceux qui s'opposaient à l'occupation anglaise, inspirant des efforts renouvelés pour reconquérir les territoires français. Le récit d'une jeune fille sacrifiée par des occupants étrangers et des autorités corrompues a attisé les sentiments nationalistes et renforcé la détermination de Charles VII. La mort de Jeanne devait la faire taire. Au lieu de cela, elle a amplifié sa voix à travers les siècles. Le spectacle du bûcher était l'une des formes d'exécution les plus redoutées et les plus horribles de l'Europe médiévale, réservée à ceux accusés des infractions les plus graves. Son inclusion dans ce groupe soulignait la menace qu'elle représentait. Dans la foulée, la place où Jeanne a été exécutée est restée un lieu de réflexion et de tension. Pour certains, c'était un site de victoire. Pour d'autres, un lieu d'injustice profonde. L'exécution a marqué la fin du voyage terrestre de Jeanne, mais le début d'un héritage qui allait transcender sa mort. Sa transformation d'hérétique, condamnée en martyr, a été mise en mouvement par la brutalité même destinée à la détruire. L'exécution de Jeanne devait être le dernier chapitre de l'histoire d'une paysanne gênante. Pourtant, loin d'étouffer la résistance, sa mort a déclenché une puissante réaction politique et culturelle. Dans le sillage immédiat de sa mort, le moral des Français, bien que secoué, a trouvé un nouveau carburant dans le souvenir de son courage. Ce que ses ennemis avaient cherché à supprimer est devenu un cri de ralliement pour l'unité contre l'occupation anglaise. Les retombées politiques ont été considérables. La mort de Jeanne a exposé les profondes divisions en France. Elle est devenue un catalyseur pour la consolidation de la résistance française. Charles VII, qui avait été couronné en grande partie grâce aux efforts de Jeanne, a capitalisé sur la vague de soutien. À long terme, son histoire a évolué pour devenir un puissant récit qui a façonné l'identité nationale française, dépeignant Jeanne comme l'incarnation du courage, de la foi et de la lutte pour la liberté. Son image a été invoquée dans les moments de crise, servant de symbole qui a transcendé son contexte historique. Des décennies après son exécution, des efforts pour réévaluer son procès ont pris de l'ampleur. Le verdict initial, entaché d'intrigues politiques, a été contesté lors d'un procès en réhabilitation initié en 1456. Cette enquête a révélé les injustices qui avaient entaché son procès initial. Le nouveau procès a déclaré Jeanne innocente d'hérésie et a restauré sa réputation, la reconnaissant comme victime d'une poursuite politiquement motivée. Des siècles plus tard,
L'héritage de Jeanne d'Arc a été encore solidifié par sa canonisation par l'Église catholique romaine en 1920. Cette reconnaissance officielle en tant que sainte a élevé son histoire de l'héroïsme national à un symbole universel de sainteté et de courage moral. Son influence s'est étendue bien au-delà des sphères religieuses, dans la littérature, l'art et la culture populaire. Son histoire a été racontée sous d'innombrables formes. Elle est devenue une icône de l'émancipation féminine, un témoignage du pouvoir de la conviction dans un monde dominé par les hommes. Les implications politiques de son martyre ont également façonné la trajectoire de la guerre de 100 ans. Sa mort n'a pas affaibli la Résolution française. Au contraire, elle a intensifié la lutte. Les forces de Charles VII ont gagné en puissance, finissant par chasser les Anglais d'une grande partie de la France. En réfléchissant aux conséquences de l'exécution de Jeanne, il devient clair que sa mort n'était pas une fin, mais un commencement. Les effets d'entraînement politique et culturel l'ont transformée d'une hérétique condamnée en un symbole de résilience et de justice. Son histoire continue de résonner, car elle aborde des thèmes universels de conviction, de sacrifice et de lutte contre l'oppression. La vie et le martyre de Jeanne restent un témoignage de l'esprit humain et de la capacité des individus à façonner le cours de l'histoire par le courage et la foi. Son histoire a transcendé les siècles, devenant un symbole durable qui continue d'inspirer. En France, son impact sur l'identité nationale est profond. Elle est célébrée comme la personnification de la résilience française. Au-delà de la France, son influence résonne à l'échelle mondiale. Les mouvements féministes ont adopté Jeanne comme une figure pionnière qui a défié les normes de genre. Les communautés religieuses la considèrent comme une sainte dont la foi a été mise à l'épreuve. Son histoire sert également de récit puissant dans les discussions sur la justice et les droits de l'homme. Les artistes, les écrivains et les cinéastes ont continuellement réinterprété sa vie, chaque génération y trouvant de nouvelles significations. Son héritage éclaire également le discours politique, en particulier dans les contextes de libération nationale. Au cœur de l'attrait durable de Jeanne se trouve son incarnation de l'espoir dans les temps les plus sombres. Son histoire résonne parce qu'elle affirme que la foi, qu'elle soit religieuse, idéologique ou personnelle, peut donner aux individus le pouvoir de transcender les limites et de confronter l'injustice. Sa vie est un témoignage de la capacité humaine au courage, au sacrifice et à une croyance inébranlable en un but supérieur. L'immortalité de Jeanne en tant que symbole est aussi le reflet de l'aspiration humaine universelle à la justice et à la liberté. Son récit incarne la lutte pour la dignité, faisant d'elle une figure qui transcende les frontières. Qu'elle soit vue à travers le prisme de la spiritualité, du nationalisme, du féminisme ou des droits de l'homme, Jeanne d'Arc se dresse comme un monument au pouvoir durable de la conviction individuelle. En ce sens, l'histoire de Jeanne n'est pas confinée aux annales de l'histoire médiévale, mais perdure comme un héritage dynamique et évolutif. Son exemple encourage une réflexion continue sur la nature du courage et l'impact qu'une personne peut avoir sur le cours de l'histoire. Jeanne d'Arc reste un phare brillant, un emblème d'espoir, de résilience et de la force extraordinaire que l'on trouve dans une foi inébranlable et une conviction sans faille.